Bonjour à tous. En science, on a parfois l'impression qu'en cherchant bien, on finira par trouver. Mais parfois, on trouve sans chercher, ou alors en cherchant autre chose, ou alors on cherche et ça tourne mal. Bref, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné 10 découvertes qui doivent beaucoup à ce principe. La sérendipité peut être définie comme le fait de trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas. Ce mot est inspiré d'un conte persan, Les Trois Princes de Sérendip. Ce conte est en fait une compilation de contes indiens réalisés par un imprimeur vénitien, Michele Tramezzino, et publié en 1557. Il narre le voyage initiatique de trois princes de l'île de Serendip, aujourd'hui nommée Sri Lanka. Durant leur périple, ils obtiennent diverses récompenses comme de l'argent, des terres ou un mariage, sans jamais les rechercher, uniquement par une succession d'actions liées à leur intelligence ou leur bonté. L'épisode du chameau perdu est le plus connu. Alors qu'ils rencontrent une personne ayant perdu son animal, ils parviennent à deviner ses caractéristiques uniquement grâce à des indices ténus. Par exemple, le fait que l'herbe n'ait été mangée que d'un seul côté, le plus mauvais qui plus est, leur permet de déduire que le chameau est borgne. Le propriétaire menace de les exécuter pour vol, mais un voyageur annonce avoir aperçu l'animal dans le désert, et le propriétaire les récompense alors pour leur sagacité. Ce conte a d'ailleurs inspiré le Zadig de Voltaire. Le mot anglais serendipity est utilisé pour la première fois en 1754 par Horace Walpole, lors d'une découverte fortuite après une recherche d'armoirie. En français, ce mot peut d'ailleurs être traduit par fortuité. Par extension, ce terme désigne toute découverte ou invention faite de manière inattendue, sans que l'on cherche ou en cherchant autre chose. Et aujourd'hui, on va donc parler de 10 choses découvertes par sérendipité. Découvrir quelque chose totalement par hasard, c'est un peu la base de l'archéologie et de la paléontologie. Parce que oui, tu vas pas t'amuser à creuser quelque part si tu sais pas qu'il y a déjà quelque chose là. Ou alors tu retournes tout ton jardin, celui du voisin, tout le pays. Bref, il faut de la chance, surtout pour découvrir Lascaux. La découverte de la grotte de Lascaux tient autant de l'histoire que de la légende, la faute à plusieurs versions. Selon la plus commune, Marcel Ravida, 18 ans, se promène avec son chien Robot le 8 septembre 1940 près de Montignan, en Dordogne. Son chien part alors à la poursuite d'un lapin qui se réfugie dans un terrier, sous un arbre déraciné. Marcel tente alors de débusquer le lapin à l'aide de cailloux, mais remarque une vaste cavité. Persuadé qu'il s'agit d'un souterrain menant au château de Lascaux, il décide de l'explorer avec un peu de matériel. 4 jours plus tard, il revient, accompagné de Georges Aniel, Simon Coencas et Jacques Marsal. Ils parviennent à se faufiler dans la cavité et découvrent les premières peintures. Durant plusieurs jours, ils reviennent explorer le puits avant que les parents ne l'apprennent. Ceux-ci préviennent l'instituteur du village qui contacte Henri Breuil, un préhistorien. Ce dernier mènera les premières fouilles et relevés dans les années 50 de ce qui est le plus célèbre exemple d'art pariétal. Sans chien et sans lapin, pas de Lascaux. Ou alors des années plus tard. Mais parfois, ce genre de découverte peut être plus surprenante, voire macabre. Le 6 mai 1950, Viggo et Émile, deux frères habitant le petit village de Tolund au Danemark, coupent de la tourbe. Avec l'aide de leur femme, ils la chargent dans un chariot lorsque l'une d'elles aperçoit un corps. Déjà quelques années auparavant, le corps d'une femme avait été découvert dans cette tourbière, abîmé au point qu'il avait été confondu avec un animal. Mais cette fois, le corps est tellement bien conservé qu'ils pensent à un meurtre récent. Après discussion, une des femmes va jusqu'à Silkeborg et prévient la police le 8 mai. Un juge ouvre même une enquête pour homicide, mais finalement il appelle un professeur d'archéologie, Peter Globe, qui identifie la date du décès à plus de 2000 ans. Cette découverte est exceptionnelle car le corps semble avoir été enterré depuis quelques semaines à peine, le visage étant parfaitement reconnaissable et les empreintes digitales exploitables. L'homme de Tolun a ainsi vécu aux alentours du 4e siècle avant notre ère et a très probablement été victime d'un sacrifice rituel par strangulation. On compte d'ailleurs près de 500 momies de tourbe découvertes au Danemark et datant de l'âge de fer. J'aurais pu vous parler d'Otzi, mais je pense qu'on va le garder pour un anecdote sauce. Vous avez déjà fait tomber quelque chose d'un peu cassé, par exemple un stylo, et en le ramassant, vous vous rendez compte qu'il fonctionne mieux? Imaginez maintenant que ce genre d'accident vous fasse découvrir une technologie importante. C'est ce qui s'est passé avec l'hélice de bateau. L'idée d'utiliser autre chose que le vent et les rames pour naviguer émergea au milieu du XVIIIe siècle. D'après François-Edmond Paris, Daniel Bernoulli fut le premier à suggérer le principe des roues à aubes. Quelques années plus tard, Alexis Jean-Pierre Pocton breveta une hélice sous la forme de vis d'Archimède, tandis que David Bushnell utilisa une hélice à plat pour son sous-marin baptisé la Tortue. En 1836, Francis Petit-Smith, convaincu de la supériorité des vis d'Archimède sur les roues à aubes, conçoit un bateau possédant une vis à 2 pas qu'il lance sur le canal Paddington. Au mois de septembre 1837, alors que son navire galère à remonter le faible courant d'une écluse, il percute le quai et la vis se brise en deux. Désormais pourvu d'un seul pas, le bateau repart vers l'avant plus efficace que jamais. L'hélice moderne est née.
L'amirauté britannique sera conquise et par la suite le monde entier. Pas sûr que ce genre d'accident soit souhaitable pour, genre, améliorer une centrale nucléaire. Les scientifiques, ingénieurs ou inventeurs sont comme tout le monde. Ils sont parfois maladroits ou ne savent pas trop ce qu'ils font. Ça tombe bien, ça leur a permis d'inventer le plastique. Lors de la découverte de l'Amérique, les Européens découvrent le latex, la résine de l'EVA. Une fois séché, il donne le caoutchouc, un matériau connu des civilisations précolombiennes, résistant et élastique, mais cassant quand il fait froid et poisseux quand il fait chaud. Mais durant l'hiver 1839, Charles Goodyear, suivant les travaux de Nathaniel Ewart et Friedrich Ludendorff, recouvre un morceau de latex avec de la fleur de soufre et le dépose devant lui. Manque de bol, ce qu'il a devant lui, c'est son poêle et le morceau de latex prend feu. Il se saisit alors du morceau enflammé et le jette par la fenêtre dans la neige fraîche qui venait de tomber. Le lendemain matin, il retrouve le morceau dehors et se rend compte qu'il est toujours souple. Il vient de découvrir la vulcanisation, du dieu romain du feu Vulcain. Il passera les années suivantes à optimiser le processus avec Eward, et à se disputer avec Hancock qui brevette le procédé en 1845 après l'avoir découvert indépendamment de son côté. Ce n'est pas le seul plastique à avoir été découvert par sérendipité. Pour sauver l'industrie du billard, des scientifiques américains mettent au point le celluloïd et se disputent la paternité à coups de brevet. En 1863, en pleine guerre de sécession, le blocus sudiste stoppe l'importation d'ivoire. Mais la fabrication de boules de billard, loisir à la mode, nécessite 20 000 défenses d'éléphants par an. En gros, un jeu de 15 billes nécessitait un éléphant. Et voilà pour l'extinction du plus gros mammifère terrestre, mettre des boules dans des trous. Sans aucun double sens. Un concours est lancé pour trouver un substitut. John Wesley Hyatt lance ses recherches mais sans succès. En 1869, il se coupe quelque peu le doigt et va badigeonner sa blessure avec du collodion, un mélange de nitrate de cellulose et d'éther qui forme un pansement après évaporation. En renversant la bouteille, il remarque qu'un dépôt blanc et lisse se forme. Avec son frère, il parvient en 1870 à le mélanger à du camphre pour créer le celluloïd. Cependant, Alexander Parkes contesta le brevet, en ayant inventé lui aussi un plastique à partir de nitrate de cellulose en 1855 sans parvenir à le commercialiser, d'où une dispute légale là encore. Toujours chez les plastiques, Hans van Peckman découvre en 1898 le polyéthylène. À première vue, un simple déchet inutile. Jusqu'à ce qu'une société britannique ait l'idée de l'utiliser pour isoler les lignes télégraphiques. De la même manière, le polyacétylène conducteur fut découvert en 1967 grâce à un stagiaire qui se trompa dans les dosages d'un facteur 1000. Comme quoi, les stagiaires, c'est toujours utile, et pas que pour le café. D'ailleurs, ça vient. En 1938, Roy Plunkett fait des tests sur du gaz tétrafluoroéthylène en plongeant une cuve dans de la glace carbonique. Il se rend compte qu'une poudre blanche s'est formée, du polytétrafluoroéthylène, quasi insoluble, résistant à 160 degrés et qui possède des propriétés antiadhésives exceptionnelles. Son employeur, Dupont de Nemours, le commercialisa en 1945 sous le nom de Téflon, ce qui permet donc aux crêpes de ne pas adhérer à la poêle. Et de manière plus générale, les plastiques sont un matériau essentiel aux technologies modernes, et doivent donc beaucoup au hasard. Quand on n'est pas maladroit, on est parfois tête en l'air, et ça permet aussi de belles découvertes. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques mettent au point le magnétron, un tube à électrons qui génère des micro-ondes et qui permet d'augmenter la capacité des radars. Aux USA, l'entreprise Raytheon décroche le contrat. Durant une expérience banale en 1946, Percy Spencer, un employé inventif devenu cadre de l'entreprise, se rend compte qu'une énorme tache de chocolat orne sa poche. Il s'agit d'une barre de chocolat oubliée qui a fondu sans aucune source de chaleur. Faisant le lien avec les micro-ondes, il teste celle-ci sur du popcorn, puis un œuf qui lui explose à la figure. Le procédé est breveté et commercialisé en 1947 sous la forme d'un four de 340 kg, coûtant 30 000 $ actuels. À partir du milieu des années 60, Raytheon concentrera ses recherches sur la miniaturisation et commercialisera une version grand public en 1975. Encore une invention qui permet de bien se faciliter la vie. Et merci le chocolat. Quand on teste quelque chose pour en éprouver toutes les possibilités, il y a certains résultats qui ne méritent que la poubelle. Mais il faut faire attention à ne pas aller vider la poubelle trop loin, du moins au sens figuré. À la fin des années 60, Spencer Silver, chimiste chez 3M, est chargé de mettre au point de nouvelles colles fortes en mélangeant divers monomères envoyés par les fournisseurs. En 1968, l'une de ses créations s'avère catastrophique. Le produit ne colle quasiment pas et seulement avec lui-même. Malgré tout, il le fait breveter et tente de convaincre son entreprise de commercialiser un tableau autocollant sans succès. Il faut dire qu'un tableau poisseux, ce n'est pas très vendeur.
En 1974, Arthur Fry, collègue de Silver et chef de chœur à l'église, cherche un moyen d'éviter que les signets de ses partitions ne tombent tout le temps. Ayant entendu parler de cette colle pas collante, il l'utilise pour en coller un marque-page. Celui-ci adhère alors au livre, se décolle sans trace et peut se recoller à volonté. Il contacte son patron à 3M, qui n'est pas franchement emballé. Il faut attendre un changement de direction en 1980 pour que le post-it soit commercialisé. De son côté, Alan Amron prétend avoir inventé le principe en 1973 en collant un pense-bête pour sa femme sur le frigo avec un chewing-gum, n'ayant ni scotch ni magnète à portée de main. Il aurait proposé son idée à 3M qui aurait utilisé la colle de Silver pour la commercialisation. Bref, encore une histoire de dispute de brevets. Mais dans les deux cas, ça reste de la sérendipité. Imaginez, vous êtes chimiste et vous avez un peu de poudre blanche sur les mains. Qu'est-ce que vous faites? Soit vous êtes professionnel et vous vous lavez les mains, soit vous êtes Carl Schill et vous goûtez tous les produits, quitte à ce que ce soit du cyanure d'hydrogène et vous mourrez à 43 ans. Ou alors, vous êtes chanceux et vous découvrez un édulcorant. En 1879, Ira Remsen et Konstantin Fallberg travaillent sur des dérivés de la houille dont le toluène, un solvant très toxique. Lors d'un dîner, Fallberg, qui s'était mal lavé les mains, remarque un goût sucré provenant d'une fine poudre blanche. Il s'agit de la saccharine, le premier édulcorant au pouvoir sucrant 300 à 400 fois plus élevé que le sucre. Fallberg le breveta et commercialisa en 1884 sans jamais citer Remsen. Dispute, brevet, tout ça. Rebelote en 1937. Michael Zveda, un étudiant de l'université de l'Illinois, travaille sur un médicament contre la fièvre. En reprenant sa cigarette qu'il avait posée sur la table, il remarque un fort goût sucré, celui du cyclamate de sodium. Pareil en 1965. James Slater synthétise un médicament anti-ulcère. En s'humectant le doigt pour saisir une feuille, il absorbe une poudre blanche, l'aspartame, qui devient l'un des édulcorants les plus célèbres. Une mésaventure identique permit à Karl Klose de goûter l'acésulfame K, qu'il venait de synthétiser avec Harald Jensen. Et là, vous êtes content que votre maladresse ou votre négligence vous ait fait découvrir un substitut du sucre et non pas un poison violent. Et ce n'est pas Shashikant Fatnis qui vous dira le contraire. En 1975, Shashikant Fatnis est étudiant au Queen Elizabeth College à Londres. Il arrive d'Inde et parle assez mal anglais. Avec Leslie Young, il travaille sur un projet de nouvelle utilisation pour le saccharose, le sucre naturel des plantes. Pour cela, ils y ajoutent du chlorure de sulfuryle, un composé hautement toxique. Young pense alors obtenir un puissant insecticide. Il demande à Fatnis de tester la poudre obtenue. Sauf que l'étudiant indien confond le mot taste avec le mot taste, qui signifie goûter. Avec une spatule, il prend un peu de poudre et la porte à la bouche sous les yeux de Young horrifié. Mais la poudre est particulièrement douce et sucrée. Après d'autres tests et d'essais divers, ils mettent au point le sucralose, l'un des plus puissants édulcorants. Je résume. À cause d'un problème de communication, le type a goûté ce qui aurait dû être un insecticide puissant et s'est retrouvé avec un sucre artificiel. Lucky level. Et de la chance, certains soldats de la Seconde Guerre mondiale en ont eu grâce à la pénicilline, découverte elle aussi parce qu'un type avait mal fait son boulot. Les effets antibiotiques de certaines moisissures étaient connus depuis l'Antiquité, mais la découverte fondamentale de cet effet survient en 1928. Alexander Fleming, médecin, cultive des staphylocoques dans des boîtes de pétri dans le but d'étudier l'effet d'une enzyme sur les bactéries. Au retour de vacances, il découvre que ces boîtes de pétri sont contaminées par des moisissures. Son voisin de paillasse au St. Mary Hospital, Charles Latouche, travaille en effet sur un champignon responsable d'allergies, le Penicillium notatum, et les boîtes de pétri ont mal été désinfectées. Alors qu'il s'apprête à tout refaire, il remarque qu'aucune souche de staphylocoque n'a poussé à proximité des souches de Penicillium. Il émet alors l'hypothèse que ce champignon produit une substance répulsive ou bactéricide qu'il nomme pénicilline. Il faudra attendre 1939 pour que Howard Furway, Hans Chain et Norman Hitley parviennent à la produire en quantité suffisante, permettant le premier test clinique d'un antibiotique sur des blessés anglais en 1943. N'empêche, des expériences ratées pour ce genre d'erreur, faut éviter de le faire sur les trucs sensibles. Du genre la centrale nucléaire accidentée tout à l'heure. Ou si un type l'a découvert avant vous et vous menace de procès. Deux dernières inventions plus légères pour finir qui doivent plus aux circonstances qu'au hasard. Le sildenafil est un médicament synthétisé par le groupe Pfizer au milieu des années 90 afin de traiter l'hypertension et l'angine de poitrine. Lors du premier test clinique, les chercheurs remarquent qu'il n'a que peu d'effets sur l'angine, mais qu'un des effets secondaires est une érection marquée de certains patients. L'entreprise réoriente les recherches et la molécule est commercialisée sous le nom de Viagra en 1998, devenant le premier traitement oral contre les troubles de l'érection. À défaut de sauver des vies, ça peut sauver des couples. Et pour la dernière invention, je vais quitter le monde des sciences pour celui de la cuisine, et non, je ne vais pas parler de la légende des sœurs Tatin. Durant l'été 1949, Pietro Ferrero, pâtissier du Piémont, a besoin de chocolat.
Problème, après la guerre, les fèves de cacao sont rares et chères en Italie. Mais les noisettes poussent en abondance dans sa région. Il remplace donc une partie du chocolat par des noisettes broyées et invente le giandujo, une sorte de tablette à couper au couteau. 3 ans plus tard, au cours d'une canicule, cette pâte se met à fondre, la rendant crémeuse. Il l'avance sous le nom de gianduja et le succès est immédiat. Son fils Michele adapte la recette pour obtenir en permanence la même texture et l'avance sous le nom de Super Crema puis Nutella en 1964. Et c'est ainsi qu'un été un peu trop chaud a permis de fonder un géant alimentaire à partir d'une pâte à tartiner décriée qui rend accro. Ces 10 découvertes ne sont qu'un petit aperçu de ce que la sérendipité nous a offert, des rayons X jusqu'à la pâte à modeler Play-Doh. Mais toutes ont un point commun. Au-delà du hasard ou de l'erreur, leurs découvreurs ont gardé l'esprit ouvert, ils ont observé un résultat inattendu et en ont tiré quelque chose de nouveau. Et ça, c'est la base de la science. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et tous les liens sont dans la description. Et je vous laisse avec cette citation du regretté Stephen Hawking. Le premier ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de la connaissance.